Cette année, cette journée de rencontre autour de la pensée sociale chrétienne et ses interactions avec le monde dans l'entreprise s'est intéressée à l'économie souhaitable. Et nous allons maintenant aborder plus spécifiquement la question de la jeunesse dans cette économie souhaitable avec cette table ronde intitulée « Une transformation de l'éducation et de la formation ». Comme tout à l'heure, on va commencer par une petite vidéo d'introduction des questions d'étudiants et puis après, on partira sur la table ronde. C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Dans un monde toujours plus individualiste, on assiste à une désaffection des étudiants pour la politique. L'école met rarement en place des débats citoyens et les professeurs font face à des barrières institutionnelles et parentales qui rendent difficile l'expression d'une pensée critique. Comment dans ce contexte est-ce qu'on peut inciter les jeunes à une conscience politique dans un environnement institutionnel qui se doit d'être neutre ? Comment l'éducation nationale peut-elle accoucher d'élèves citoyens et engagés qui ne soient pas trop policés et recréer ainsi un espace commun, foisonnant d'idées constructives? Bonjour, nous sommes Emma et Léo, nous sommes tous les deux en deuxième année de Master de ressources humaines à l'ESDES et nous avions plusieurs points que nous souhaiterions que vous abordiez par la suite du débat. On se demande comment reconsidérer la profession d'enseignant, mais aussi faut-il inclure davantage les parents dans le système scolaire? Et enfin, comment accompagner les personnes dont les métiers seront obsolètes dans le futur vers de nouveaux emplois? Autour de la table, 3 personnalités qui ont tout un lien avec la jeunesse, qu'ils soient politiques, universitaires, militaires. Notre première invitée est mathématicienne, Laure Saint-Raymond, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études scientifiques et à l'ENS Lyon, membre de l'Académie des sciences à la commission éducation, ça va nous intéresser, et directrice d'un groupement d'intérêt scientifique, l'Institut des mathématiques pour la planète Terre, qui s'est donné pour ambition de réconcilier la communauté scientifique avec le grand public. À vos côtés, Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes aujourd'hui professeur à l'Université Paris 2, après avoir passé l'ensemble du premier quinquennat d'Emmanuel Macron dans le gouvernement en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ce qui fait de vous le ministre de l'Éducation nationale resté le plus longtemps en poste dans toute la Ve République. Vous avez également lancé un think tank. Un think tank baptisé le Laboratoire de la République, on y viendra, vous le présidez, un cercle de réflexion et d'action en faveur de la République, avec un axe fort sur la jeunesse, c'est ce qui nous intéresse, vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis notre troisième invité, le général Pierre de Villiers, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien chef d'état-major des armées de 2014 à 2017, vous avez passé 43 ans de service au sein de l'armée. Aujourd'hui, vous avez créé une société de conseil, vous avez écrit également 4 livres, tous publiés chez Fayard. Servir, qu'est-ce qu'un chef? L'équilibre est un courage. Et le dernier, il y a quelques jours, qui va nous intéresser plus particulièrement, Parole d'honneur, où vous écrivez des lettres à la jeunesse en leur adressant des conseils pour mieux faire face au temps que traverse notre société. Alors justement, la jeunesse, parlons-en. On évoque l'économie souhaitable depuis le début de ces entretiens de Valpré, mais a priori, ce sont d'abord et surtout les jeunes qui la vivront, cette économie de demain. Ce seront eux les premiers concernés. Alors comment bien les préparer? Comment former des citoyens pour continuer à faire société ensemble? Le premier thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de l'altérité. Comment dans une société aujourd'hui qu'on dit parfois archipélisée, où les réseaux sociaux nous confortent dans leur algorithme, dans le confort d'une pensée qu'on a déjà, on ne sort pas vraiment de nos silos. Comment introduire dans l'éducation le sens de l'autre, véritablement? Et j'aimerais commencer avec vous, Laure Saint-Raymond. Merci de me donner cette opportunité de partager quelques rêves que j'ai en matière d'éducation, à la fois comme enseignante et puis aussi comme mère de famille. Il me semble qu'aujourd'hui, la première chose dont j'aurais envie, c'est que effectivement l'éducation apprenne à travailler ensemble. Je crois qu'on a mentionné plein de défis qui s'offrent à notre société aujourd'hui, celui d'un certain nombre de transitions, notamment celle qui est liée au changement de climat. Et en fait, toutes ces transitions, elles pourront être gérées que si on le fait ensemble. Ce n'est pas chacun de son côté qui peut vraiment agir. Et donc, il me semble que pour cela, il faudrait que l'école place ce travail collectif quelque part dans ses ambitions les plus importantes.
Voilà, et comme je suis scientifique, je pense que la méthode scientifique en matière de travail collectif est très importante, en fait. C'est notre quotidien. Et je ne veux pas être trop longue, mais je voudrais juste dire 2 choses sur ce travail collectif que j'expérimente au quotidien. La première chose, c'est qu'on s'enrichit beaucoup, en fait, de la diversité, des différentes façons de penser les uns des autres. Et la deuxième chose, c'est qu'on progresse aussi par le fait que, donc dans une communauté scientifique, tout ce qu'on produit est relu et validé par d'autres. Et ça, c'est vraiment source de progrès, source d'une forme de formation aussi continue, hein, qui a été évoquée. Donc voilà, pour moi, finalement, l'intérêt d'apprendre des sciences dans l'enseignement je dirais au collège et au lycée, c'est d'abord de mettre en place ces réflexes de travail ensemble. La démarche expérimentale, on y reviendra, et l'histoire des réflexes aussi, on y reviendra sans doute dans un parallèle avec l'armée. Mon général, comment, selon vous, on peut introduire de l'altérité dans le modèle éducatif, dans la jeunesse tout entière, pas seulement forcément à l'école? C'est le cœur de l'armée française, c'est certainement la raison de son succès actuellement, puisque 25 000 jeunes rentrent tous les ans dans l'armée. Et ce qu'ils nous disent, j'ai trouvé ici une famille, j'ai découvert ce qu'était la vraie fraternité. Je crois que notre société est très individualiste, où, y compris pour la formation de nos dirigeants, c'est parfois le tout à l'ego, en quelque sorte. Nous avons perdu ce sens du collectif, cette fraternité. Et la jeunesse, les 20-30 ans, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre Parole d'honneur, attend ce message fort du retour de l'humanité, du souci de la personne au centre des préoccupations des dirigeants. Alors pour ça, si on veut que revienne la vraie richesse chez les autres, il faut d'abord penser aux autres, et bien, il faut savoir ce qui nous unit, parce que sinon, la parole ne se traduit pas en actes. Ce qui nous unit, c'est l'attachement à sa famille, à son cercle concentrique de proximité, à sa patrie, la terre des pères, cet héritage qui nous est arrivé, que l'on transmet, que l'on fait vivre, à la nation, cette communauté d'hommes et de femmes qui sont sur cette patrie et qui la font vivre, à son pays, la France. À mon avis, c'est comme ça que ça marche. Si on n'a pas trouvé ce sens du collectif au travers d'une incarnation, eh bien, le vide est une plénitude, certes, mais ça reste du vide. Et la succession d'individus, les uns à côté des autres, dans une forme de mondialisation heureuse, n'amènera pas à retrouver ce sens de l'altérité. Il faut cette incarnation. Je crois qu'une des raisons du succès des armées actuellement, elle est là. Il y a quelque chose au-dessus des militaires de plus grand, l'armée, bien sûr, mais la France qui incarne cette armée, la paix, les valeurs. Et les jeunes d'aujourd'hui attendent quelque chose de plus grand quand on leur offre des processus, on leur offre une vie matérielle, ils veulent du sens, ils veulent de l'engagement, ils veulent de l'âme, ils veulent quelque chose de plus grand, ils veulent des tripes. Quand on leur parle souvent à l'intelligence. Je crois que si on veut retrouver cette altérité, ce sens du collectif, c'est d'abord par quelque chose de plus grand et pas en nous rabaissant dans du matériel systématique et du bien-être amollissant. En tout cas, c'est comme ça que j'analyse votre question, en tout cas ma réponse. Et je crois que l'armée n'est pas un modèle transposable, bien sûr, compte tenu de sa mission. Mais l'armée réussit cette fraternité, c'est peut-être un bon laboratoire et un signe d'espérance pour notre pays, parce que ça montre qu'aujourd'hui, c'est possible. Ça marche. Monsieur le ministre, vous qui avez été aux commandes, comment on essaye de créer du lien, de faire société dans un modèle comme l'éducation nationale?
Merci et merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de jouer l'esprit d'équipe justement et pas faire une réponse individuelle ou individualiste. Je pense que les deux interventions qu'on vient d'entendre sont extrêmement complémentaires et disent à peu près tout du sujet sur deux pieds, puisque en matière éducative, il faut d'ailleurs toujours avancer sur deux pieds. On doit être et exigeant et bienveillant. Il doit y avoir du par cœur, il doit y avoir de la compréhension, etc., etc. Sur tous les sujets, on avance sur deux pieds. Et sur le sujet de la création du collectif, du sens de l'altérité, c'est la même chose. On doit avancer sur deux pieds. Et ces deux pieds-là, à mes yeux, s'agissant de l'altérité, c'est d'une part avoir des bases solides personnelles. Je vais faire une première réponse paradoxale, c'est qu'il faut être solide sur ses appuis pour être dans l'altérité. Et déjà, s'aimer soi-même, se respecter soi-même, ce qui suppose en effet d'être fier d'un certain nombre de choses, d'être fier de soi-même, d'avoir confiance en soi. C'est pourquoi mon thème pendant 5 ans a été l'école de la confiance, comment on donne confiance en soi aux enfants en répandant une logique de confiance dans tous les sens, de l'institution envers les professeurs envers l'institution, des parents envers des professeurs, etc., qui à la fin doit se traduire en confiance en soi de l'élève. Et ça passe par le collectif. Alors d'abord, là, être solide sur soi-même, c'est déjà savoir lire, écrire, compter. Si on ne sait pas ça, on va avoir beaucoup de mal à être dans une quelconque logique d'équipe. Si on n'a pas de compréhension du monde, si on n'a pas les outils pour la compréhension du monde, si on n'a pas du vocabulaire, par exemple, ce qui se joue énormément dès les premières années de la vie, et donc l'instruction obligatoire à 3 ans fait partie de cette logique. Si on n'a pas ça, après, les choses deviennent très difficiles. Et donc, donner des bases solides fait partie d'une stratégie du collectif. Ensuite, j'adhère évidemment, mais totalement, à ce qui a été dit par les deux intervenants, c'est-à-dire cet esprit d'équipe se crée dès le premier âge. Donc, j'insiste énormément sur l'école maternelle. Il faut d'ailleurs ne pas exagérer notre pessimisme sur ces questions. C'est-à-dire qu'il y a du collectif à l'école maternelle aujourd'hui, il y a du travail qui est fait sur ces questions, et en même temps qu'on développe la logique et la culture chez l'enfant, on doit développer tout ce qui favorise l'esprit d'équipe. Le sport en fait partie, bien sûr, la musique, la culture et la musique en particulier. C'est pourquoi j'ai, par exemple, beaucoup insisté sur la chorale, sur les activités physiques tous les jours, tous ces sujets qui créent du collectif. Et puis, il y a la question du respect d'autrui. J'ai toujours dit non seulement lire, écrire, compter, mais aussi respecter autrui. Et donc, les valeurs que l'on transmet explicitement et implicitement. Donc, explicitement, c'est important. Tous les jours, rappeler les principes qui font qu'on se respecte, puisque tout peut se résumer un peu à ça, à cette question du respect. Eh bien, c'est important de les expliciter, mais ça doit aussi être implicite. Et donc, les adultes eux-mêmes doivent avoir l'esprit d'équipe si on veut que les enfants aient l'esprit d'équipe. Donc, dans une école, ça doit se voir. On a fait beaucoup de choses dans ce sens, je ne vais pas faire de longs développements là-dessus, mais cette question de l'esprit d'équipe est fondamentale. Et j'adhère d'autant plus à ce qui a été dit que dans le monde dans lequel nous sommes entrés, et qui s'approfondit ainsi, c'est-à-dire un monde ultra-technologique, la différence de l'être humain avec le robot ou avec l'ordinateur, c'est précisément sa capacité à travailler en équipe. Toute une série de compétences humaines, on le sait très bien, sont dépassées aujourd'hui par la machine, et pour l'essentiel, c'est plutôt une bonne chose. Mais si on veut que l'être humain reste central dans la vie, eh bien c'est cette capacité à comprendre autrui, à respecter autrui, mais aussi sur un plan professionnel, à savoir travailler en équipe, que évidemment la différence se fait et que l'être humain se sent à la fois utile et présent au monde. Et donc, face à cette société ultra-technologique, où le grand enjeu, la grande question est est-ce que l'humain reste au centre dans cette société ultra-technologique, la réponse commence d'abord, en effet, par, au sein de la famille et de l'école, l'esprit collectif, la capacité à la fraternité, bien sûr, mais aussi à des aspects presque parfois moraux, mais aussi techniques du travail en équipe. Alors, dans une société aujourd'hui où le savoir est accessible facilement, ça ne veut pas dire qu'on le maîtrise ou qu'on maîtrise cet accès au savoir, on va y revenir avec vous, Laurent Raymond, mais Général Pierre de Villiers, il y a vraiment quelque chose de fondamental entre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Selon vous, c'est peut-être le savoir-être qui manque le plus aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui parle aussi au public qu'on a en face de nous aujourd'hui, de dirigeants, de chefs d'entreprise, de recruteurs. Comment il faut articuler tout ça pour transmettre à la jeunesse, selon vous? Oui, avant chacun de mes commandements, le premier jour, quand j'étais capitaine, colonel, général, j'avais toujours 2 parties dans mon propos initial. La première partie,
c'était la cohésion, les relations humaines, ce qu'on appelle le savoir-être, les valeurs fondatrices qui feront que notre unité seront efficaces. Et la deuxième partie, c'était « on sera efficace, mais il faudra être compétent, il n'y a rien de pire que de faire un métier qu'on ne sait pas », disait Napoléon, c'est le savoir. Puis au milieu, il y a le savoir-faire qui est parfois oublié, et je vous suis reconnaissant, Monsieur le Ministre, d'avoir, durant vos 5 années, développé ce savoir-faire au travers de l'alternance, au travers de l'apprentissage, des stages pour les jeunes qui se sont multipliés parce que c'est la bonne démarche et que l'armée française fonctionne sur ses 2 pieds, parce que chez nous, il y a le drill. Parce qu'au combat, quand on est sous le feu, il n'y a pas de choses qui ne soient pas apprises par cœur. Le geste parfait. Le drill, c'est une forme de réflexe. Le savoir-faire. On ne réfléchit pas au combat, on agit par réflexe. Donc ces 3 dimensions sont complémentaires. Mais celle qui manque aujourd'hui, cette fois-ci, maintenant que je suis immergé dans la société civile depuis 5 ans, c'est beaucoup le savoir-être. Bonjour, s'il vous plaît, merci, pardon. Ça se perd. Et chez nos jeunes, ça se perd beaucoup. Et ce n'est pas qu'ils ne veulent pas l'apprendre, parce que je crois beaucoup dans cette génération des jeunes d'aujourd'hui. C'est qu'on ne leur apprend pas suffisamment. Un jeune ne peut pas découvrir de lui-même, il faut le guider, il faut l'aider. Et c'est cette ligne de crête entre la fermeté et l'humanité qu'il faut suivre. Plus de fermeté, car je trouve que dans ce savoir-être, nous sommes trop laxistes, il faut rappeler les règles sans cesse, et plus d'humanité parce que nous n'osons pas, par frilosité, par démagogie, peut-être par pudeur parfois, les aimer. Et ils ont besoin de beaucoup d'amour, peut-être plus qu'auparavant, compte tenu de la déshumanisation de notre société. Et donc cette trilogie du savoir, parler à l'intelligence, du savoir-faire, parler aux actes réflexes, et du savoir-être, elle est indispensable pour former des personnalités. Et je terminerai en disant qu'il y a une grande différence entre réussir dans sa vie et réussir sa vie. Moi, j'ai été chef d'état-major des armées, je suis très honoré et très fier, mais franchement, ce n'est pas ma plus grande fierté. Vous voyez, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi ma vie parce que j'ai gardé une vie équilibrée avec une famille, ma femme, mes 6 enfants, tout en étant effectivement un peu occupé dans la journée, ayant des responsabilités. Alors le savoir-être, ça s'apprend, ça s'éduque. Je rappelle simplement, puisqu'on a fait beaucoup de latin avant la pause, auctoritas augere, augmenter, élever vers. C'est ça, l'éducation. C'est ça, l'exercice de l'autorité. Et je trouve que sur ce plan du savoir-être, il y a un long chemin encore à parcourir. Et la bonne nouvelle, je termine ma lettre par l'espérance, la dernière lettre de mon livre Parole d'honneur, parce que la bonne nouvelle, c'est que les jeunes attendent cette exigence. Laure Saint-Raymond, vraiment votre volonté, c'est de faire irriguer toute la démarche scientifique dans la démarche éducative. Comment articuler au mieux cette connaissance qui est accessible facilement et véritablement la compétence? Comment passer de l'un à l'autre? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir exactement compris la question, mais pour moi, il y a 2 choses qui me paraissent vraiment importantes dans cette démarche scientifique. Plus qu'effectivement un contenu où le contenu aujourd'hui, tout est disponible sur Internet. Voilà, donc la question c'est est-ce qu'on est capable effectivement de comprendre, de raisonner, donc toute cette démarche logique, et peut-être qu'on pourrait presque vider la moitié des programmes de lycée sans que ce soit un problème si on garde cette aussi exigence, je crois, d'un raisonnement qui se tient et qui permet justement de faire la différence entre des idées qu'on va nous imposer et puis des choses qu'on peut construire ensemble. Et puis, la deuxième chose qui me paraît très importante, et je voudrais vraiment le dire ici parce qu'il me semble que dans le système français en particulier, c'est quelque chose qui n'a pas sa place, c'est le fait de se tromper.
Et je pense que l'erreur, c'est extrêmement important. C'est bien, à l'école, en France, on ne parlera pas anglais parce que c'est plus grave de faire une faute que de rien dire. Et ça, je crois que c'est vraiment embêtant. On ne fera pas de maths parce que ce sera plus embêtant de faire une faute que de rien faire. Et quelque part, c'est toujours comme ça. Et alors aujourd'hui, moi j'ai un métier où c'est pas comme ça. Se tromper, c'est 90% du temps, 95% du temps. Et c'est pas grave, on apprend de ses erreurs en fait. Voilà, je trouve que c'est important d'entrer là-dedans parce que d'abord c'est une démarche pour progresser. Et puis c'est aussi une démarche d'humilité vis-à-vis des gens qui nous entourent. Voilà, je pense qu'on a vraiment tout à gagner. Voilà, ce savoir, il se construit progressivement, patiemment, en allant en avant, en arrière. Et je pense que c'est important à un certain moment de se dire qu'on a pris une fausse route. Et il vaut mieux revenir en arrière que de s'entêter à persévérer dans son erreur. Jean-Michel Blanquer, sur la notion du savoir-être, comment on introduit ça dans le modèle éducatif? Et alors, c'est un grand thème, mais aussi comment on inclut tous les autres acteurs de l'éducation, par exemple les parents. C'était une question de l'étudiant qu'on avait juste avant cette table ronde. Oui, le savoir-être est forcément une question de pratique. Il faut vivre le savoir, les enjeux de savoir-être, comme d'ailleurs les enjeux de savoir-faire. Et donc, il faut faire vivre des expériences aux enfants. Alors c'est vrai, là aussi, dès l'école maternelle, qui est d'ailleurs un bel acquis français en réalité, parce qu'il faut quand même souligner aussi certaines choses qui vont bien. L'école maternelle doit s'améliorer sur bien des points, mais elle est quand même une force dans notre système parce qu'elle apprend à l'enfant à se socialiser et le fait beaucoup au travers justement du jeu. À l'école maternelle, l'erreur, c'est pas encore si grave, heureusement, et donc il faudrait continuer. L'école maternelle a beaucoup à apprendre au reste, à la suite du système, si je puis dire, pour être dans cette logique-là. C'est très important de multiplier les occasions d'engagement. C'était le sens de la première question en particulier, et on l'a fait, mais il faut le faire beaucoup plus. L'exemple typique, c'est quand on a créé les éco-délégués dans toute la France. Aujourd'hui, vous avez 250 000 jeunes de la 6e à la terminale qui sont sur les sujets d'écologie, mais pas sur un mode théorique, mais sur le fait d'aller nettoyer une forêt à côté, créer un jardin dans l'école, développer une ruche, la biodiversité autour, bref, des choses concrètes relatives à l'environnement, puisque c'est évidemment un sujet central. Mais c'est vrai aussi d'autres sujets. On a multiplié les classes pompiers, les classes gendarmerie, les classes police, les classes avec l'armée, qui, à chaque fois, sont des occasions d'engagement pour les jeunes. Et c'est vrai, je souligne ce point aussi, c'est à chaque fois qu'on donne des occasions d'engagement, elles sont saisies. Vous savez, dans nos sociétés ultra sécularisées, notamment la nôtre, il y a un besoin d'initiation pour l'enfant. Dans le monde religieux, c'est la communion dans la religion catholique, c'est d'autres choses dans d'autres religions, et même dans les sociétés plus archaïques, en tout cas plus autochtones, on a évidemment des cérémonies d'initiation à l'adolescence. Quand on ne fait pas ça, et nous ne le faisons pas dans une république comme la nôtre, alors le risque, c'est d'avoir de l'initiation sauvage. Et d'une certaine façon, le collège fonctionne ainsi. Et c'est ainsi que vous avez les phénomènes de gang, les phénomènes de drogue, les phénomènes de fondamentalisme, qui sont des substituts à des initiations positives qui n'existent pas. Et donc il faut proposer aux jeunes, et notamment aux jeunes qui rentrent dans l'adolescence, parce que beaucoup de choses négatives quand même peuvent poindre vers l'âge de 11-12 ans, eh bien, c'est de proposer des engagements positifs. Et c'est ce qui se passe en partie, fort heureusement, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu périscolaire, mais pas à 100%, pas de manière parfaite. Et c'est ce qu'on doit viser si on veut pousser notre jeunesse vers plus d'optimisme, plus de construction, c'est des propositions, des capacités à s'engager dès l'école primaire, mais encore plus évidemment à l'âge du collège et du lycée. Il y en a, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sont faites, songeons au service national universel, songeons au service civique, songeons à bien des choses qui vont dans le bon sens, songeons évidemment au dynamisme du monde associatif, mais si on veut aller plus loin demain, il faut que autour de l'école, et vous avez évoqué les parents d'élèves qui sont absolument essentiels, les systèmes scolaires qui marchent sont ceux où on articule bien les parents d'élèves et l'école, eh bien on doit proposer aux enfants, aux adolescents, des occasions concrètes de s'engager. L'école peut le faire, mais c'est aussi toute la société autour qui peut le faire.
et c'est ce que vous proposez notamment avec le Laboratoire de la République, le think tank que vous présidez aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'a frappé en préparant cette table ronde, c'est que votre leitmotiv avec ce think tank, c'est retrouver de la concorde, du dialogue, de la nuance. Comment on introduit de la nuance aujourd'hui quand c'est le clash, c'est le buzz qui fait polémique et qui crée le succès? C'est tout le sujet. Vous savez, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Il est plus facile de brûler des arbres que de planter une forêt. Enfin bref, les forces négatives ont beaucoup plus d'outils et de facilités que les forces constructives. Vous le vivez sans arrêt quand vous essayez de construire quelque chose. Donc il faut réussir au milieu du bruit à créer du constructif. Aujourd'hui, aussi bien l'idée démocratique que l'idée républicaine sont fragilisées à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, et on doit se donner les outils culturels, les outils par l'esprit, les outils immatériels du retour, d'une force de l'idée républicaine et de l'idée démocratique. Et ça passe évidemment d'abord par les enfants et les adolescents, mais aussi les jeunes. C'est évidemment à ça que j'ai dédié ma vie jusqu'à présent, et les plus de 18 ans y compris, bien sûr, c'est-à-dire au travers du Laboratoire de la République et d'autres initiatives. Ce qu'on doit viser dans les temps qui viennent, c'est d'abord l'importance de la vie intellectuelle, au sens plein du terme, pour les jeunes. Trop souvent, on sous-estime cet enjeu. C'était aussi sous-jacent dans ce qui a été dit avant moi. On doit donner de la nourriture aux jeunes, et ils ne demandent que ça. Et donc, qui dit nourriture dit complexité, dit nuance, dit plaisir à penser différemment de l'autre, dit capacité à penser contre soi, autant de choses qui vont à rebours, effectivement, des grandes tendances immédiates qui s'imposent à nous par les moyens modernes de communication. Donc c'est une lutte par l'éducation contre le court-termisme, contre les forces qui s'attaquent au collectif, en réalité. Donc si on veut demain réussir cela, on doit avoir des initiatives comme le Laboratoire de la République qui, sur un plan concret, propose des débats dans les universités, dans les écoles, beaucoup de débats dans l'enseignement supérieur, mais aussi chez les jeunes qui ne sont pas étudiants, de façon à avoir ce goût du débat, ce goût de la nuance, et aussi lutter contre la radicalité, avoir conscience aujourd'hui de ce qui menace, parfois avec des apparences agréables, de ce qui menace le collectif. Je pense en particulier que, par exemple, sur le sujet de l'écologie, nous devons être très attentifs à ce qu'il y ait beaucoup de construction autour de l'écologie et qu'on réussisse à créer de l'unité plutôt que de la fragmentation autour des enjeux fondamentaux que nous avons pour la planète. Donc tout ceci motive l'existence du Laboratoire de la République, et plus généralement, je pense que nous tous, dans nos responsabilités diverses, nous devons favoriser, ça va de pair avec l'esprit d'équipe et l'esprit de collectif, le fait qu'il y ait du débat, de la nuance, et des lieux pour cela, et des moments comme les entretiens de Valpré d'ailleurs, pour permettre cela, parce qu'en fait il y a une faim de cela, il y a une gourmandise pour cela. Je pense que les gens, jeunes ou pas, en ont un peu assez justement du buzz, de la radicalité, des effets de manche qui existent aujourd'hui. On a encore des exemples récents caricaturaux qui vont jusqu'à l'insulte. Tout ceci, en réalité, ne plaît pas à la grande majorité des gens. Et il faut pour cela créer des espaces de discussion. C'est aussi pour ça que les gens préfèrent souvent la vie locale à la vie nationale sur le plan politique, parce qu'au moins, à l'échelle locale, on arrive souvent à créer cela. Eh bien, dans les temps qui viennent, il faut qu'on le réussisse et à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Tous les trois, vous avez des initiatives aujourd'hui, que ce soit un livre, que ce soit des think tanks ou des groupements scientifiques à destination de la jeunesse. Général Pierre de Villiers, vous avez l'habitude de rencontrer cette jeunesse. Vous me disiez être constamment sollicité pour des rencontres avec des jeunes. Ils vous disent quoi, ces jeunes? De quoi ont-ils besoin, selon vous? Ils ont besoin qu'on leur parle au cœur, aux tripes, à l'affectif. Quand on leur parle trop, à l'organisation, au gain de productivité, à la rationalisation. Ils ont besoin de sens, c'est le grand mot dans les entreprises. Ils ont besoin de raison d'être. Ils ont besoin de savoir pourquoi ils travaillent. Ils posent la question. À une certaine époque, on allait travailler. Ça faisait partie des us et coutumes. On ne se posait pas la question. Aujourd'hui, ils se posent ces questions-là. Et il faut y répondre. Et y répondre par des arguments d'intelligence, bien sûr, mais surtout par de l'âme.
une forme de transcendance, une forme d'idéal. Quand on est jeune, on a besoin d'idéal, on a besoin de rêve, et ensuite on fait du rêve une réalité. C'est la phrase de Saint-Exupéry. Donc je crois que c'est ça dont les jeunes ont besoin, et peut-être encore plus cette génération qui est fabriquée par le numérique, qui est fabriquée par cette société individualiste. Et finalement, ce qu'ils trouvent dans l'armée et dans certaines entreprises, dans certains endroits de la société, c'est cette cohésion, c'est cette famille qu'ils recherchent, parce que là aussi, les familles sont souvent éclatées, les fractures sont multiples. Et donc, ce qu'il faut rechercher chez les jeunes, c'est leur apporter ce lien, mais qui parle au cœur, encore une fois. Je suis très sensible, personnellement, à la fracture intergénérationnelle. Elle a été évoquée précédemment et très judicieusement. Je crois qu'elle est très forte, qu'on ne réfléchit pas assez à ça, et que les jeunes et les anciens, finalement, n'ont plus rien de commun dans ce qu'ils ont vécu, dans ce qu'ils vivent au quotidien, et il y a un grand risque de rupture. Vous savez, la richesse d'un pays, c'est la transmission de l'héritage. Et ce fil de l'histoire qui se rompt, c'est très dangereux. Je crois que les jeunes attendent aussi qu'on leur donne ce fil de l'histoire. Un jeune qui arrive dans une unité militaire le premier jour, vous savez ce qu'il fait? Après avoir été chez le coiffeur et avoir mis une tenue militaire, avant de courir, on l'envoie visiter la salle d'honneur. Et là, il voit l'histoire du régiment, l'histoire du bateau, l'histoire de la base aérienne. Et au bout d'un mois, on lui fait passer le drapeau bleu, blanc, rouge, honneur et patrie devant lui, et c'est toute la cohorte de ceux qui sont morts avant lui qui passe pour lui amener la paix aujourd'hui. Il réalise qui il est. C'est ça que les jeunes attendent, un message fort. Et parfois, on lui donne un message de polémique, d'orgueil, de querelle incessante, un spectacle lamentable. Ils veulent de l'idéal, les jeunes. Toutes les générations, ça a été comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, fabriqués par ce monde très matérialiste, ils ont soif, comme par anticorps, ils ont soif d'une autre dimension. C'est cette dimension qu'il faut leur apporter. Bien au-delà de la seule dimension du savoir, de la connaissance qui est nécessaire aussi, évidemment. Lire, écrire, compter, c'est un vieux triptyque qui a fait ses preuves. Mais ça ne suffit pas. Et si on veut emmener les jeunes derrière soi, il faut avoir du charisme, il faut avoir du leadership, il faut avoir la petite flamme au fond des yeux, c'est ça qu'ils attendent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de mettre dans mon livre. Après, libre à vous de le lire. Un aspect qui me paraît important aussi, c'est la question de l'agilité. Dans un monde qui change, dans une économie souhaitable qui forcément sera en mouvement, comment on amène une forme d'agilité éducative dans ce monde en mouvement constant, Laure Saint-Raymond? Est-ce que je peux prendre d'abord une minute pour répondre à la même question que mon... Allez-y. Qu'attendent les jeunes? C'était ça la question. Exactement. Donc, moi, je pense que oui, peut-être il y a une fracture générationnelle, mais il y a quand même des choses qui ne changent pas. Je pense que les jeunes, comme nous, ils ont besoin d'être aimés et qu'on leur fasse confiance. Et ça, ce n'est pas juste l'éducation nationale, l'école qui va le faire, c'est la responsabilité de tous. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas déléguer juste l'éducation à ceux qui sont spécialistes de l'éducation. C'est notre responsabilité à tous de leur faire confiance. Et puis, il y a une deuxième chose qui me paraît aussi importante, c'est qu'on leur laisse un avenir possible. Je pense que les informations qu'on reçoit quotidiennement sont extrêmement anxiogènes et que c'est important. C'est peut-être un petit message envoyé aux journalistes, mais aussi de la même façon à chacun de nous. Quel avenir on leur ouvre, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, quelle est l'espérance qu'on peut leur proposer. Ça me paraît important pour les jeunes et puis aussi pour les moins jeunes. Et donc peut-être ça c'est la transition avec la question suivante sur cette... Donc sur cette agilité. On a l'impression de se mettre à la page, d'être un peu à la traîne, et puis hop, on y est et ça change déjà. Comment on introduit de l'agilité dans le monde éducatif? Moi je crois beaucoup à la formation continue. Moi j'ai la chance d'avoir un métier où en fait on est étudiant.
étudiant toute sa vie, donc ça c'est super. On n'arrête jamais d'apprendre quand on est chercheur, on fait de la science. C'est nouveau tous les jours. Hein. Et je crois beaucoup que c'est un exercice qui maintient l'esprit éveillé, qui maintient la curiosité, et que finalement c'est une chance qui devrait être offerte au plus grand nombre. Une formation continue, c'est pas juste une formation forcément technique. Voilà, donc effectivement dans cet institut qu'on a créé il y a 2 ans, des maths pour la planète Terre. Donc, bon, alors déjà, quand on dit maths, il y a un certain nombre de gens qui se raidissent un tout petit peu, mais l'idée, c'est juste finalement de réunir tous les scientifiques qui, d'une façon ou d'une autre, donc des biologistes, des écologues, des gens qui sont aussi en sciences sociales, des physiciens, des climatologues, qui s'intéressent à l'environnement, de travailler ensemble, et puis de pouvoir transmettre une parole qui soit une parole à la fois la plus objective possible, c'est-à-dire qui transmet l'état de nos connaissances aujourd'hui sur ces questions environnementales, mais qui soit aussi porteuse d'espérance, de qu'est-ce qu'on peut faire. Et cette parole, elle est apportée pas juste pour les scientifiques ou pour les décideurs. Voilà, c'est aussi, il me semble, une parole qu'on peut porter auprès de tous. Et donc, voilà, je pense que cette formation, elle peut être continue. La presse, sans doute, fait partie des intermédiaires possibles, mais il y a sûrement d'autres solutions à inventer. Jean-Michel Blocher, l'un de vos prédécesseurs, avait comparé l'éducation nationale à un animal préhistorique disparu. Est-ce que c'est compliqué de mettre en route le paquebot éducation nationale? Quel est le fruit de votre expérience de 5 ans et pour faire bouger le mammouth, très concrètement? Très vaste question, bien sûr, et il y a beaucoup d'éléments de réponse. Mais on a une belle illustration, de nouveau avec votre question et l'exemple que vous donnez de Claude Allègre, de ce qu'il ne faut pas faire, en fait, sur ces sujets. C'est-à-dire qu'aucune institution, aucune nation, aucune structure, aucun groupe ne peut bien vivre avec un autodénigrement, avec une faible estime de soi. Le jour où Claude Allègre a dit ça, et j'ai du respect pour lui pour bien d'autres raisons, le jour où il a dit ça, il a fait un tort considérable à l'éducation nationale. Le fait même que vous y fassiez référence, je vous remercie de ne pas avoir prononcé le nom, mais que chacun a compris. Le fait que ce soit ça, l'image de marque qui a été donnée, même quel que soit le jugement qu'on porte sur le fond, c'est catastrophique. Imaginez qu'on ait dit ça de l'armée française ou de quoi que ce soit d'autre. Après, déjà qu'on a un sujet de confiance, j'en ai parlé tout à l'heure, de confiance en soi, de chaque individu, mais de confiance collective en soi. C'est une catastrophe d'image de marque, on pourrait appeler ça ainsi. Et donc, c'est partir avec un boulet au pied, quoi. Exactement, c'est un mot que je ne prononce jamais, sauf dans des contextes paléontologiques, mais sinon non. Et donc, il faut à tout prix sortir de là. Et là aussi, ça relève de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je parle souvent aussi des bons exemples de l'éducation nationale, des choses qui vont bien. Moi qui ai vu des centaines de classes dans ma vie, je témoigne aussi du fait que c'est pas la catastrophe, ça va. Il y a beaucoup de choses qui vont bien, beaucoup d'élèves qui sont à l'aise, beaucoup de professeurs qui font magnifiquement leur métier, etc. Et puis, il y a des choses qui vont pas bien, et pas du tout bien même. Et il faut savoir restaurer la nuance, la complexité de ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est que j'avais dit l'animal préhistorique c'est fini, désormais c'est un peuple de colibris. C'était aussi pour exprimer un idéal, mais cet idéal d'agilité justement, cet idéal de prise d'initiative par chacun, cet idéal de respect des uns par les autres est absolument essentiel. Mais on est dans le domaine, avec l'éducation nationale, de l'immatériel par excellence. Même ce budget qui est énorme est un budget de salaire, c'est un budget de ressources humaines, c'est un budget donc qui va vers les sujets immatériels. Tout est sujet de formation, tout est sujet de confiance. Donc on est dans une question d'état d'esprit. Donc la manière d'en parler est absolument essentielle. Alors je ne peux pas en quelques minutes vous faire le résumé de par quel bout prendre le sujet. J'ai eu évidemment des échecs comme des réussites sur ces questions, mais il faut se choisir des sujets de levier. Et c'est pourquoi j'avais choisi le thème de l'école de la confiance. Ces sujets de levier
à mes yeux, passe notamment par l'école primaire, parce que beaucoup de choses se jouent dans les premières années de la vie, et c'est là qu'il faut agir au maximum. Mais on a aussi évidemment un effet de levier avec les ressources humaines, donc avec les professeurs et l'ensemble des personnels, dans la manière dont on les recrute, la manière dont on les forme et la manière dont on avance. Je crois que beaucoup de choses ont changé dans la bonne direction. Évidemment, c'est le temps qui doit faire son œuvre sur ces questions. Les exemples sont nombreux. Mais dans les temps à venir, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est d'impulser cette logique de confiance au sein de l'institution et entre le pays et son école. Et ça passe par la façon dont on en parle, bien sûr. Ça passe aussi par des mesures concrètes. Ça passe par la manière de concevoir le métier de professeur dans nos sociétés. J'ai parlé tout à l'heure de la relation entre l'humain et... je regarde le dessin, quand on parle, c'est toujours mortel en général. Ça va. Mais ça passe donc par la place du professeur dans nos sociétés. Alors qu'on est dans des sociétés de plus en plus technologiques, le professeur est à mes yeux, avec d'autres professions bien sûr, mais est à mes yeux une figure centrale de cette persistance et de cette force de l'humanité dans nos sociétés. C'est quand même à l'école qu'il y a la notion de temps long, c'est quand même à l'école qu'il y a la notion d'humain, c'est à l'école qu'il y a la notion d'équipe. Le professeur incarne tout ça, et c'est à nos sociétés de savoir restaurer cette image du professeur que tout le monde respecte dans l'école comme en dehors de l'école. Évidemment, il y a encore du chemin à faire pour cela, mais c'est essentiel de concevoir celui qui apprend comme étant au cœur de tous les enjeux de notre futur. On l'a beaucoup vu pendant la crise Covid. Si c'était si essentiel que l'école rouvre et que l'école reste ouverte, c'était pour cela. C'était pour qu'il y ait de l'humanité, pour qu'il y ait de l'esprit d'équipe, pour qu'il y ait de la sociabilité. Si on n'a pas ça, on meurt. Et une des choses que la crise Covid a démontré, c'est que la machine ne remplace pas l'humain. L'enseignement à distance, c'est bien, mais c'est un succès d'année du vrai enseignement. Et donc, quels que soient les progrès technologiques que l'on fait, il y a quand même une bonne nouvelle derrière ça. Encore une fois, c'est la centralité de l'humain. Et donc, la centralité du professeur fait partie de cette centralité de l'humain. Général Pierre de Villiers... J'avais juste un truc, quitte à foutre le bordel, mais... c'est aussi l'intérêt du débat. Je pense que sur la formation, sur ce plan-là, l'armée a un trésor, c'est l'escalier social. Notre société a perdu cet escalier social et moi je trouve que c'est une des grandes difficultés actuelles et qu'il faut le retrouver d'urgence. Par exemple, un sous-officier... 50% des sous-officiers proviennent des militaires du rang. Pour ceux qui n'ont pas fait leur service national, les militaires du rang sont les emplois d'exécution, les sous-officiers, les emplois de commandement, de cheville ouvrière vers les officiers. 50% des officiers sont des sous-officiers. L'escalier social, parce que derrière l'escalier social, il y a une philosophie d'organisation de la société, c'est la société du mérite, la société du travail. Quand on travaille plus, quand on est meilleur, on passe plus vite. Et donc, on a des responsabilités supérieures. Et on quitte la société du pouvoir pour la société de la responsabilité. Que derrière tout ce débat de la formation, il y a ça. Parce que quand il y a l'escalier social, il y a effectivement la formation à chaque étape. Et c'est ce qui tire vers le haut une société. Je trouve que c'est important à propos de l'éducation, parce qu'on a tendance à tout mettre sur l'éducation nationale, c'est cette notion d'escalier social. Alors, on parle d'ascenseur social à tort, parce qu'un jour, un sous-officier m'a dit « Non, non, ce n'est pas un ascenseur. Un ascenseur, ça monte tout seul. Moi, j'ai monté les marches, les unes derrière les autres, et j'ai terminé adjudant-chef. » Donc, c'est bien cet escalier qu'il faut retrouver, parce que nous avons des fractures sociales terribles dans notre société, et si on veut les réduire, ça sera aussi comme ça, et pas simplement par une politique d'assistance ou d'assurance tout risque. Le temps tourne. Une toute dernière question qui va être rapide. Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes aujourd'hui pour l'économie souhaitable de demain? Jean-Michel Blanquer. D'abord, apprendre. Parce qu'on parle toujours de apprendre à apprendre, on parle toujours beaucoup, mais apprendre. Il faut savoir des choses. C'est quand même très important. Ensuite, ça a été beaucoup dit, travailler en équipe.
Et troisièmement, ça a été beaucoup dit aussi, faire quelque chose qui a du sens. Je pense que ces trois choses-là, de toute façon, spontanément, l'être humain y va, le jeune y va. À nous aussi, dans le monde adulte et dans la société, de donner l'occasion, la possibilité d'aller dans ces trois directions. Laure Saint-Raymond, votre conseil? Moi, je dirais être capable de rêver et après se donner les moyens de réaliser ses rêves. Et Général Pierre de Villiers, votre conseil aux jeunes? J'ai tendance à dire toujours trois mots. Humanité, n'oubliez jamais que la vraie richesse est chez les autres. Unité, arrêtez de tomber dans ce spectre de la division et de la polémique. Et espérance, parce que l'espérance est devant nous et que l'espérance est aussi une question d'optimisme, de volonté, et que moi je trouve que l'espérance arrive avec France, tout simplement. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, Jean-Michel Blanquer, Laure Saint-Raymond et Général Pierre de Villiers.